Bonjour Thierry, ravi de t'accueillir au Wine Business Club, ravi que tu sois avec nous. Alors toi, tu as cofondé, tu co-présides Showroom Privé. Ta vie débute en 1973 quand tu es né au pays du Sancerre, en tout cas pas très loin du Sancerre. Et en 1999, tu es ingénieur de formation, tu crées ta première boîte que tu vas revendre ensuite à Liberty Surf. C'était quoi exactement? C'est un comparateur de prix qui s'appelait toutbeau.com et qui permettait de comparer les prix des produits. Donc c'était le premier comparateur de prix en France. C'est importé des États-Unis, on avait répliqué un modèle parce qu'on n'avait pas eu trop d'idées à l'époque, on était jeunes, on avait 27 ans, et on l'a cédé effectivement au groupe Liberty Surf juste après l'entrée en bourse, et puis c'était détenu encore par Bernard Arnault, donc c'était une belle époque. Tu l'as vendu à un bon prix? On l'a vendu de quoi tenir quelques années, effectivement. Alors justement, après, toi, est-ce que toute ta vie, tu es fils d'ouvrier? Tu t'es senti l'âme d'un entrepreneur? Est-ce que tu avais envie de prendre ton destin entre tes mains, te dire je vais essayer de gérer ma vie? Alors ça c'est clair, entrepreneur je ne savais pas, mais ce qui était sûr c'est que je ne voulais pas répliquer le modèle de mes parents et je voulais être indépendant et libre de choisir ma vie. Donc, mais ça aurait pu être tenir un commerce, enfin, faire autre chose. Voilà, il s'avère que j'étais plutôt doué à l'école, donc j'ai fait des études d'ingénieur et puis après Internet est arrivé, j'étais en plein dedans, donc j'ai eu pas mal de chance dans mon parcours, mais jamais je voulais travailler pour quelqu'un. Ça c'était le postulat quoi. Ça c'était un truc de base. Ouais. Alors 2006, donc co-création avec ton copain de Showroom Privé. Ouais. C'est une histoire de pote au départ? Non, pas du tout. Moi je rentre de voyage, j'ai fait 2 ans de voyage autour du monde, je rentre, je crée une idée, je crée une boîte, j'ai pas d'idée. Et David qui avait une activité wholesale, donc qui vendait des invendus dans des magasins physiques, cherchait quelqu'un pour l'aider à aller sur Internet. On s'est rencontrés, je me suis dit « Ah, c'est cool, il est vraiment très complémentaire, il y a un marché ». Puis on s'est lancés comme ça, tous les deux. Et alors, le positionnement de Showroom Privé à l'époque par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué? Non, parce qu'à l'époque… Alors, le positionnement, non. Le marché, oui. À l'époque, on arrivait dans un marché qui était dominé, ultra dominé par mon meilleur ami vente privée. Et puis, il y avait, c'est cynique, hein, bien sûr, à peu près 70 acteurs mais qui n'était pas vraiment lisible pour le marché. Donc, c'est un marché très fragmenté, on ne comprenait rien. Donc, nous, on s'est tout de suite positionné sur une cible très précise, qui était la femme, sur la mode, pour être vraiment très identifié, et puis construire une différenciation à la fois par l'innovation. On a voulu livrer plus vite, qui était un des points négatifs de ce secteur. Et puis, on s'est lancé très vite sur mobile. Donc, voilà, donc, c'est tous ces points qui ont fait de Showroom Privé un acteur singulier, qui a pris la place du numéro 2 très vite. Et c'est un secteur dans lequel il fallait un deuxième acteur parce qu'effectivement, les marques ont besoin d'alternatives. D'alternatives et pas trop d'acteurs parce que pour une marque, discounter à moins 70 sur plein de sites, ça peut être nocif. Alors, il paraît que ton premier client, c'était ta maman. C'est ma mère qui avait acheté 3 paires de chaussures sur la première vente. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et alors, pour aller négocier avec les marques au début, parce que vous partiez de rien, quoi. Une feuille blanche, une bonne bouille. Si, David, lui, avait un actif dans le domaine wholesale. Donc, lui, il rachetait les stocks d'invendus à des marques et les commercialisait dans un réseau de soldeurs physiques. Donc, il avait quand même un actif quand je suis arrivé. Moi, j'ai mis en place toute la partie digitale, financière, marketing, technologique, logistique de ce métier. Mais David avait quand même l'essence, on va dire, de la voiture. J'ai fait la voiture, il a mis l'essence, qui était la marchandise, l'accès aux marques, qui s'avérait quand même être une clé. Bien sûr. Voilà, sinon la voiture ne roule pas. Aujourd'hui, Showroom Privé, ça représente combien en volume d'affaires et nombre de collaborateurs également? En volume d'affaires, c'est proche du milliard d'euros. D'accord. En chiffre d'affaires, c'est proche, on vient d'annoncer le résultat à 700 millions d'euros. D'accord. C'est un peu moins de 1000 employés répartis dans maintenant 6 pays. 6 pays. Alors, l'entreprise est cotée depuis 6 ans. 2015, ouais. 2015, avec le recul par rapport aux entrepreneurs qui sont avec nous là au Wine Business Club, la bourse c'est une bonne alternative. Il vaut mieux aller voir des fonds d'investissement. C'est quoi ton recul de façon générale par rapport à une introduction en bourse quand on est une PME ou une ETI? La bourse c'est un chemin possible. Il y a plein de pistes possibles et chacun sa propre sensibilité, son propre parcours de vie ou d'entrepreneur. Nous en 2010, on a fait rentrer un fonds d'investissement qui est Accel Partner, qui était le premier fonds de Facebook qui a investi chez nous et on s'était écrit avec lui une sortie, donc, puisque c'est le but du jeu d'un fonds d'investissement. Au bout de 5 ans, je suppose. Exactement, et entre 5-7 ans, il s'avère que des sorties, soit vous vendez votre boîte, soit un autre fonds d'investissement rachète la part du fonds d'investissement, soit vous cotez. Et la cotation offrait nous quelque chose d'assez intéressant parce que on pouvait rester aux manettes de l'entreprise, faire aussi de la liquidité personnellement ou pour l'entreprise, avoir un papier qui est coté, qui permet de faire des rachats d'entreprises et autres, rendre des salariés aussi riches parce que du coup les salariés avaient des actions gratuites qui étaient jusqu'à ce moment-là. Il y en a combien qui en ont bénéficié à peu près? Il y en a, tout le monde a eu des actions gratuites, tous les salariés ont des actions gratuites. Donc voilà, et puis ça répondait aussi, nous à l'époque on était quand même en retard en termes de notoriété face à VP.
Et la bourse, ça permet de nous exposer, en plus avec une transparence, parce que du coup, vous êtes très transparent, vous exposez tout. Et donc, c'est très rassurant, notamment pour nous, dans notre domaine, les grands groupes de mode, qui nous ont prêté une attention un peu différente à partir du moment où on était coté. Mais ça exige, effectivement, de la discipline, de la rigueur, de l'organisation. C'est des coûts et c'est très impliquant. Et en termes qu'entrepreneur, il faut vous assurer de la gouvernance, il faut avoir des risqués parce que c'est le rolling coaster, quoi, la bourse, donc ça prend… Et vous avez hésité avec un fonds d'investissement ou pas du tout? Non. Plusieurs groupes s'étaient intéressés à nous. Nous, on a vu qu'on avait une trajectoire absolument énorme devant nous en termes de croissance. Et il était trop tôt. On était des entrepreneurs déjà aguerris, on avait fait des choses avant, donc on a voulu… assumer jusqu'au bout. Prendre la bourse aussi comme un tremplin pour aller encore plus vite et plus loin. Alors, c'est vrai que 700 millions d'euros, c'est beaucoup, hein, c'est un beau chiffre d'affaires, c'est une belle rentabilité aussi, il ne faut quand même pas l'oublier cette rentabilité. Mais quand on voit les Amazon, Alibaba, ce sont des géants, Thierry. Ils vont te manger. Ils vont te manger tout cru. C'est quoi l'avenir pour Showroom Privé versus ces grands groupes? Oui, c'est compliqué parce que le marché du e-commerce est un peu bipolarisé, en gros, entre des gros acteurs mondiaux, tu les as cités, et aussi des acteurs français brick and mortar qui ont démarré un peu à la ramasse, mais qui ont accéléré la digitalisation et qui ont le poids de leur réseau, leur poids des marques. Donc nous, on est un peu entre les deux. On a par contre une particularité, c'est que nous, on a deux marchés. On a les consommateurs, bien sûr, mais c'est un marché biface, les marques et les invendus de marques. Et sur ce marché-là, on est très peu à être positionné. Donc, quelque part, cette matière première, Amazon n'y est pas, Alibaba n'y est pas, les retailers classiques n'y sont pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'une marque, quand elle vend ses invendus, elle a envie de le faire en dehors de ses réseaux de distribution. Pas à côté, je sais pas moi, une grande marque de mode ne va pas vendre du moins 70 à côté de sa collection au cours au plus fort. Et nous, on a un réseau dédié à l'invendu, dédié au prix. Et donc, c'est très clair pour le consommateur et pour la marque. Et c'est ce qui fait que ça nous protège un peu de l'univers concurrentiel. La logistique, c'est quand même un point clé. Tu livres en combien suivant le produit en moyenne? Et alors au début, je suppose que comme toute start-up qui se crée en 2006, ça devait être un peu des délais un peu aléatoires, si je puis dire. Alors la logistique, c'est plus de 16 millions de commandes par an, donc avec 3 articles par commande. Donc en gros, ça fait une cinquantaine de millions d'articles, donc c'est ultra industriel. Maintenant, effectivement, on a des entrepôts, c'est rodé, il y a de la mécanisation. On a d'ailleurs lancé un nouvel entrepôt juste avant le Covid qui s'appelle Astrolab, qui est très mécanisé, qui nous permet d'accélérer à la fois les temps de livraison de clients et les coûts de production et de productivité. Mais maintenant, c'est venu de façon croissante. Au tout début, c'est très simple. Même moi, je faisais des commandes. C'était dans une toute petite pièce. Et maintenant, on a des centaines de milliers de un van de garage version vente privée, quoi. Ouais, mais c'est normal parce qu'au début, il faut apprendre le métier. Donc, nous, avec David, moi, je connaissais le marketing et la finance, et la tech. Lui connaissait extrêmement bien les marques. On ne connaissait pas la logistique, donc on a appris de façon basique comment on fait un colis et tout. Puis après, vous avez des volumes, vous dites, bon, là, il faut mettre des flux, des gens qui savent faire. Les gens qui savent faire vous apprennent. Enfin, voilà, vous ne pouvez pas tout savoir faire. Le vin en vente privée, tu en vends un petit peu? Ça représente quelques dizaines de millions? On en fait un petit peu. On n'a jamais vraiment été bon pour une raison principale, c'est que nous, notre cible principale, c'est la femme. Ce n'est pas forcément celle qui achète. Par contre, sur des vins comme le champagne, on est plutôt très puissant. Et toi, à titre personnel, on va le dire avec modération, mais tu adores le bon vin. Voilà. J'adore. Ton dernier coup de cœur, celui qui t'a ému en blanc ou en rouge, par exemple, ta grande émotion. C'est marrant parce que je suis revenu à un truc que je n'avais pas bu depuis très longtemps. Il s'avère que je suis bourguignon et effectivement un peu proche du Loir. J'ai bu il y a 2 semaines de ça, un Pouilly fumé la Doucette. Ah oui. Un truc assez pas non plus si compliqué, hein. Mais vraiment d'une pureté extrêmement simple, extrêmement puissant en même temps. Enfin, il est là. Émotion, là. Hein. Ah ouais, vraiment, ouais. Et on me parlait aussi d'un chef-d'œuvre du pape dégusté avec un ami, un membre du Wine Business Club, Pascal Chevalier. Ouais, c'est ça. Beaucassel, c'était bien. Beaucassel, c'était fabuleux, en rouge, ouais, top. Ouais, le Grand Prix. Allez, c'est le moment des questions. Première question, spontanée, bien sûr. Merci Alain pour cette présentation et surtout merci à Thierry Petit pour vos explications. Il y a une première question qui m'interpelle. Pourquoi ce marché du vin en ligne est-il si fragmenté? Et pourquoi en fait il n'y a-t-il pas de vrais leaders sur ce marché? Le marché de la vente en ligne de vin est très complexe. Déjà parce que le modèle économique est compliqué, ne serait-ce que par la logistique, le conditionnement qu'il faut mettre sur la bouteille, le fait que souvent on n'est pas forcément sur des marges très élevées, donc le modèle économique est compliqué. Deuxièmement, en termes de sourcing, sur quelque chose qui est très mass market, souvent les gens qui sont puissants en sourcing, c'est la grande distribution. Qui vendent tellement encore en magasin, ils n'ont pas forcément développé les assets pour le faire en ligne, toute cette infrastructure logistique. Donc ce qui peut fonctionner, mais ça reste encore des niches, des grosses niches, à 20 à 30 millions, ça peut être des clubs, de l'abonnement ou alors des choses un peu élitistes,
qui vont finalement être sur des prix élevés avec des marges un peu plus élevées qui permettent de financer finalement le modèle économique lié à la logistique. Allez, deuxième question spontanée. Bonjour Alain. Donc, voici une question pour Monsieur Petit. Donc, vous avez créé une fondation à Roubaix. Quelles en sont les ambitions? Alors, on a créé une fondation à Roubaix il y a 5 ans qui est dédiée à la réinsertion de chômeurs longue durée. On les réinsère à travers une école qui s'appelle l'école des métiers du e-commerce. On va les former aux métiers du e-commerce. C'est 2 batchs de 25 à 30 personnes par an. Et la particularité, c'est qu'effectivement, elle est entièrement financée par Champ Privé, c'est complètement gratuit. On a bien sûr des instructeurs qui sont dans la formation, des formateurs, et aussi les salariés de Champ Privé qui vont donner des cours et qui s'investissent pour finalement aider toutes ces personnes à apprendre un nouveau métier. On s'engage, on essaie aussi de viser vraiment 90% de réinsertion, que ces personnes trouvent un emploi, CDI ou CDD, 9 sur 10 en tout cas à moyen terme. C'est ce qu'on arrive à faire et c'est un très beau projet parce qu'on arrive à cumuler, on essaie de faire du bien, on essaie de former des gens à notre métier, donc on peut aussi en recruter et aussi nos salariés jouent un rôle assez actif dans la démarche. Ouais, donc c'est un peu les oubliés du numérique qui rebondissent grâce au numérique. C'était un petit pied né, c'est-à-dire qu'on cette idée on l'a eue après les élections quand on s'est dit, c'est pas possible, on a frôlé la catastrophe et que du coup il y a quand même un décrochage qui est très important. Ce décrochage on le voit pas forcément quand on est à Paris, moi je suis provincial, je le vois. À Roubaix où on a des salariés, on est vraiment là-dedans et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour faire bouger les choses, voilà. Autre question? Oui, j'ai une question pour Thierry Petit, puisque j'ai cru comprendre que vous avez eu la chance et le bonheur de réaliser un tour du monde pendant 2 années. Eh bien, je voulais savoir si vous pouviez nous partager quel était votre meilleur souvenir et certainement le plus intense ou le plus insolite. Voilà, ça, c'est compliqué de résumer 2 ans en 2 souvenirs, mais le meilleur, sans aucun doute, alors je suis parti avec ma copine de l'époque qui est devenue la mère de mes enfants, enfin ma femme. Pas mariée, mais bon, c'est pareil. Et le meilleur, c'est au Tibet. On a été dans un lac sacré qui s'appelle le lac Namso, qui était un lac interdit par les Chinois à l'époque. C'était le Tibet, c'était avant les JO de Pékin. Et donc, du coup, les Chinois étaient en train de tout transformer. On est allé dans cet endroit qui est un endroit absolument magique, à 5200 mètres. On traversait un col caché dans un motoculteur d'un Tibétain. C'était juste un moment absolument unique. Et on a été probablement un des seuls dans le monde à aller dans cet endroit magique. Le pire souvenir, c'est que on a des problèmes, on a fait un tour au Vietnam vers Dien Bien Phu en moto. On a eu des problèmes avec les autorités locales et j'ai passé 2 nuits en prison de façon… En prison ouais, en prison. De façon absolument terrible parce qu'en fait, ils ont voulu me corrompre. Heureusement, Claire, qui était restée à l'extérieur, a contacté l'ambassade et c'est l'ambassade qui m'a sorti. Donc merci beaucoup Thierry Petit d'avoir accepté donc l'invitation du Wine Business Club. Je rappelle, tu es le cofondateur et le copatron de Showroom Privé. Je sais qu'il y avait plein de questions, donc s'il y avait d'autres questions à poser à Thierry, vous faites un petit mail à l'adresse qui s'affiche. On va la transmettre à Thierry et toi Thierry, tu t'engages à répondre avec plaisir, à chaque mail. Voilà. Merci. Donc là, le repas débute, donc l'entrée va être servie et on se retrouve dans quelques instants pour parler du vin, du meilleur des vins avec notamment Philippe Forbrac. À tout de suite.